et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. À la cabine technique, il y a Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. Bienvenue, fidèles auditeurs, dans le magazine Humura Burundi du 15 novembre 2020, la date qui coïncide avec la journée mondiale dédiée aux victimes des accidents de roulage au Burundi. L'excès de vitesse des conducteurs est parmi les principales causes des accidents. Vous allez le suivre tout à l'heure. Dans cette édition, nous vous parlerons également de deux habitants de Burambi dont les proches ont perdu leurs traces après leur arrestation par la police. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la rubrique Uwaruka. Aujourd'hui, on parle de la montée des cas de viol contre les enfants au Burundi. Tout de suite, nous démarrons avec le développement de ces titres. Une fois n'est pas coutume, démarrons cette édition par le sport. Le Burundi vient de remporter par 3-1 le match qu'il opposait à la Mauritanie dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun en 2021. Actuellement, l'équipe nationale de football du Burundi occupe la 3e place du groupe E avec 4 points. Dans ce groupe, le Maroc occupe la 1re place avec 7 points, tandis que la Mauritanie est 2e avec 5 points. Et en page sécurité, encore sans vie d'un homme qui n'a pas été identifié a été découvert non loin de la rivière Rusizi sur la colline Kaburanwa, commune Buganda, province Cibitoke. C'était ce vendredi. Le nombre de cadavres qui sont retrouvés ici et là inquiète la population. Une 60aine de cadavres ont été retrouvés pendant les 3 derniers mois. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Le cadavre non identifié a été découvert par les pêcheurs ce vendredi non loin de la rivière Rusizi à la 7e transversale sur la colline Kaburanwa, commune Buganda. La police et les administratifs de la province Cibitoke ont donné l'ordre de les enterrer sans aucune enquête. Le nombre de corps sans vie découverts durant les 3 derniers mois est inquiétant. Selon nos sources à Cibitoke, dans une réunion de sécurité tenue mercredi par le gouverneur Karem Bizoza, les administrateurs de Buganda et Rugombo ont confirmé la découverte de plusieurs cadavres dans leur commune. 50 cadavres au total selon ces administratifs. Selon toujours nos sources, dans cette réunion, l'administrateur d'Omugui a indiqué que du 23 septembre au 14 octobre, 4 personnes ont été retrouvées mortes dans cette commune. Dans cette même réunion, l'administrateur de la commune Mugina a confirmé qu'une personne a été décapitée. Les habitants de la province Cibitoke demandent que les enquêtes soient menées chaque fois qu'un cadavre est découvert dans cette province. Un autre corps a été découvert cette fois-ci dans la province Karuzi. Il s'agit du corps d'Eli Ngendakumana qui a été retrouvé suspendu sur une corde dans sa maison sur la colline Gisenyi de la province Buhiga. Le corps a été découvert vers 20h selon la famille et les voisins. Ces derniers expliquent que cet homme d'une 30aine d'années venait d'arriver à la maison en provenance d'un bistrot situé non loin de son ménage. Ses proches et ses voisins indiquent que ce père de 3 enfants se serait suicidé, même s'ils ignorent le motif. La police qui s'est rendue sur place ce matin confirme la piste de suicide, mais elle indique qu'elle a démarré les enquêtes pour en savoir plus. Et la cause de la mort de 2 personnes habitant de la colline Bugarama au chef-lieu de la province Ruyigi n'est pas encore connue, mais selon des sources de l'hôpital autonome de Ruyigi, il s'agirait du jus de banane
intoxiqués. Selon les mêmes sources, 26 personnes, dont le vendeur de soju, restent hospitalisées. 5 parmi eux sont dans un état critique. Pour rappel, c'est dans la nuit de vendredi que ces habitants de Bugarama ont commencé à sentir des maux de ventre intenses et une diarrhée après avoir consommé ce jus de banane. Mais jusque dans la soirée d'hier, l'on ignorait la cause de cette situation. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Gabanyagihugu, également sur le compte Twitter de la RPA. Une courte pause et puis nous parlons droits de l'homme. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Les proches de 2 habitants de la zone Maranvia, commune Burambi, province Rumongue, ont perdu leurs traces après leur arrestation par la police. Tous les 2 ont été arrêtés au début de ce mois de novembre. Éloge divin Remesh. Denis Ndereye et Evariste Ndeokubgayo sont les noms de 2 personnes introuvables après avoir été arrêtés par la police de la zone Maranvia en commune Burambi. La police les soupçonnait de collaborer avec des groupes armés selon les sources sur place. Denis Ndereye a été interpellé en date du 1er novembre et a été incarcéré sur la position policière d'Okiganza avant qu'il ne soit acheminé pendant la nuit vers la position policière d'Okiwedzi. Il sera transféré le lendemain vers un lieu inconnu selon nos sources. Evariste Ndeokubgayo, lui, a été arrêté en date du 3 novembre et a été conduit à la position policière d'Okiganza, toujours après une fouille-perquisition chez lui où rien de suspect n'avait été trouvé. Comme Denis, Evariste aussi a été amené vers un lieu inconnu. Les familles de ces 2 individus se sont rendues vers leur premier lieu de détention, mais ils ont trouvé que les leurs n'y étaient plus. Ces familles ont par après reçu des informations qui disaient que Denis et Evariste seraient emprisonnés au cachot de la documentation à mairie de Bujumbura. Mais au moment où ils sont rendus sur les lieux, ils n'ont pas été bien accueillis, comme l'indique cette source de la RPA, qui est l'un des voisins des 2 victimes. Ils ont été menacés par des agents de la documentation. Ces derniers ont osé dire aux membres des familles qu'ils peuvent eux aussi les rejoindre là où ils sont détenus. Cela nous attriste car même si ces 2 individus seraient coupables, ils ont leurs droits eux aussi. Actuellement, les voisins de Denis et Evariste indiquent que leur famille s'inquiète beaucoup jusqu'à penser que les 2 hommes auraient été tués. Denis Ndereye est un enseignant de l'école fondamentale de Rukere en zone Maranvia, commune Burambi, tandis que Evariste Ndeokubgayo est un des mobilisés de l'ancienne armée ex-FAB. La RPA n'a pas pu joindre le bureau du service national de renseignement pour en savoir plus sur ces 2 habitants de Burambi. Parlons gouvernance sans transition. Le gouvernement burundais compte étendre le recensement des fonctionnaires jusque dans les entreprises para-étatiques mais aussi privées. La décision a été prise par le Conseil des ministres qui s'est tenu au cours de cette semaine. Le Conseil des ministres n'a pas manqué de dénoncer le comportement de certains syndicats qui, selon le Conseil, auraient tenté d'empêcher ce recensement. Je vous propose d'écouter Prosper Naogwamiye, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Dans le souci d'avoir les données fiables en rapport avec toutes les ressources humaines de l'État en vue d'une gestion rationnelle, il a été demandé au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi d'organiser un recensement général des fonctionnaires, cadres et agents civils rémunérés sur le budget général de l'État. Ce recensement initialement prévu pour les 26 et le 27 octobre 2020 a dû être prolongé jusqu'au 6 novembre 2020 suite à l'entrée en jeu de nouvelles institutions qui n'avaient pas pu participer à la formation organisée à cette fin. Comme résultat obtenu, l'effectif brut des fonctionnaires est de 129 287 avant retraitement.
Les fonctionnaires en détention, hospitalisés ou se trouvant à l'extérieur du pays n'étant pas encore recensés. La note montre l'effectif par ministère et par province de résidence. La note indique les difficultés rencontrées, entre autres la résistance au changement, avec comme exemple les tentatives de blocage du recensement par les syndicats. Comme perspective d'avenir, la note propose notamment la mise en place d'un centre de données qui hébergerait toutes les données collectées par le gouvernement, ainsi que l'extension du recensement aux sociétés mixtes et au secteur privé. À l'issue de l'analyse de la note, le Conseil a apprécié le travail qui a été réalisé et a formulé certaines recommandations, notamment l'élaboration d'une proposition de mise en œuvre des perspectives d'avenir. Prosper Nhaogwamie, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. Au Burundi, plus de 500 personnes perdent la vie dans les accidents de la route en ce jour où le monde célèbre la journée mondiale des victimes des accidents routiers. L'Organisation mondiale de la santé indique que les traumatismes dus à ces accidents de la circulation routière sont désormais la principale cause de décès chez les enfants et les adultes entre 5 et 25 ans. Les détails avec Clovis Nyonzima. Le nombre de décès sur les routes dans le monde reste élevé, avec une estimation de 1,35 million de morts chaque année, selon le rapport de situation sur la sécurité routière de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour les années 2017 et 2018. Plus de la moitié des victimes de la route sont des usagers vulnérables, tels que les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. À l'occasion de cette journée, l'OMS fait savoir que, depuis 2005, la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route est célébrée dans un grand nombre de pays à travers le monde. Cette journée, qui est devenue un événement important dans les efforts menés pour améliorer la sécurité routière, permet d'attirer l'attention du public sur l'ampleur des dommages émotionnels et économiques causés par les accidents de la route. Elle permet aussi de rendre hommage aux victimes ainsi qu'aux services de secours d'intervention d'urgence. Dans une interview accordée au journaliste d'Iwachu, au PC1, Aniseni Baruta, directeur général adjoint de la protection civile, indique que plus de 500 personnes perdent la vie dans les accidents de la route. Cité par le journal Burundi Echo, ce haut cadre de la police précise que la vitesse excessive reste la cause première de la mortalité sur les routes du Burundi. Il ajoute que cela est observé sur les routes en mauvais état et avec des voitures qui n'ont pas subi le contrôle technique. Pour remédier à ce problème, le gouvernement doit s'occuper de la sécurité routière d'une manière globale en collaboration avec les secteurs concernés tels que le transport, la police, la santé et l'éducation pour garantir la sécurité des véhicules et des usagers, a-t-il précisé. Au Burundi, les morts suite à ces accidents de la route approchent 500 personnes chaque année. Entre autres causes de ces accidents, l'on cite l'excès de vitesse et le mauvais état des routes. Le point avec Trésor Nyongao. Bien qu'il n'y ait pas encore de rapport du ministre concerné, le second semestre de l'année 2020 a été caractérisé par une multiplication des accidents de roulage. Le constat a été que le plus grand nombre d'accidents concernaient les véhicules de transport en commun. Selon les rapports des années antérieures, depuis 2016, 430 personnes meurent chaque année suite aux accidents de la route. Ainsi donc, selon le rapport du ministre de la Sécurité publique en 2016, 433 personnes ont succombé à des accidents de voiture. En 2017, le même ministère a recensé 3145 accidents avec près de 500 morts. En 2018, il a été recensé 5000 cas d'accidents avec 533 morts. Au premier semestre de 2019, 2705 cas d'accidents ont été inventoriés par le ministère de la Sécurité publique. Une situation qui prend une envergure de plus en plus inquiétante en ce début d'été. 2009 personnes en ont été mortes alors que 2502 ont été blessés. Parmi les facteurs des accidents soulevés par les différents acteurs du secteur, il y a l'excès de vitesse et l'état déplorable des routes. L'on cite également les cas de corruption et le laisser-faire de la police, bien que cette institution rejette toutes ces accusations. Vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre numéro WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons du phénomène d'enfants de la rue au Burundi. Humura Burundi.
Les enfants deviennent de plus en plus nombreux dans les rues de la ville de Gitega ces derniers jours, après que les autorités administratives les aient chassés en 2017. Ces enfants qui dorment à la belle étoile survivent parfois grâce à la mendicité et au vol. Plus de détails avec Rachel Kagissi. L'effectif des enfants de la rue de la ville de Gitega est compris entre 50 et 70. Leurs âges sont compris entre 10 et 18 ans selon nos sources. Ces enfants se déplacent en petits groupes. Non seulement ils commandent, ils volent aussi. Leurs cibles sont surtout les fardeaux que contiennent les camions venant de la Tanzanie. Ces enfants de la rue commettent ces vols dans la matinée. Les plus remarqués sont ceux qui dépassent l'âge de 14 ans. Ces derniers commettent aussi des vols dans véhicules garés dans différents coins de la ville de Gitega. Certains habitants de la ville de Gitega révèlent que ces enfants prennent stupéfiants, surtout du chanvre. Nos sources à Gitega indiquent que certaines personnes œuvrant dans les secteurs sociaux disent que l'avenir de ces enfants qui prennent des stupéfiants en bas âge est incertain. Toutefois, parmi ces enfants, il y en a qui demandent d'être assistés pour quitter la rue. Ils demandent au gouvernement et aux associations œuvrant dans le domaine de l'enfance de leur venir en aide. En 2017, les autorités de la province de Gitega avaient pris la décision de chasser tous les enfants de la rue, mais ces derniers sont revenus après un mois. Pour clore cette édition, maintenant c'est la rubrique Ubaruka de ce dimanche. Nous allons parler de la recrudescence des viols contre les enfants au Burundi. La rubrique Ubaruka vous est présentée par Nadej Irakoze. Ubaruka. 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 Le crime de viol sur mineurs continue à prendre de l'ampleur au Burundi. Depuis le début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois d'octobre de cette année 2020, au moins 700 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés. Les invités de la rubrique Ubaruka de ce dimanche vont nous expliquer ce qui est à l'origine de cette recrudescence des cas de viol ainsi que les solutions pour éradiquer ce crime dans le pays. Au micro, c'est Nadej Irakoze. Bonsoir et bienvenue. La RPA, c'est la voix de qui? RPA, c'est ma voix, c'est ta voix. Également, c'est la voix de tout le peuple burundais. Au moins 700 enfants ont été victimes de viols depuis le début de cette année jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ces enfants sont âgés de 0 à 17 ans. La régression de l'éducation, du respect de la dignité humaine et des mœurs des Burundais est à l'origine de cette recrudescence des crimes de viol au Burundi, selon les explications données par le sociologue Gaspard Kirombo. On observe actuellement au Burundi une recrudescence inquiétante de cas de viol sur mineurs. Une telle pratique est une malédiction pour notre pays. À mon avis, cette criminalité peut être expliquée par deux phénomènes principalement. Le premier phénomène est que les temps ont changé, mais l'éducation et le respect de la dignité humaine ont régressé. Le deuxième phénomène est que les mœurs des Burundais ont aussi régressé. Nous disons que les temps ont changé parce que, autrefois, l'enfant grandissait au sein de sa famille, protégé par ses parents, parmi des voisins qui se connaissaient tous et s'entraidaient. Et surtout, la fille grandissait dans une certaine discrétion, de sorte qu'elle était considérée comme umunyakigo, c'est-à-dire une personne qui évoluait dans le cercle familial. Aujourd'hui, les enfants, garçons et filles, grandissent surtout dans le milieu scolaire, en compagnie d'autres qui sont comme eux, leurs pères. Les parents, les voisins et même les enseignants ne semblent plus s'occuper suffisamment des jeunes, du moins en ce qui concerne leur éducation socio-affective et sexuelle. Même les enseignants, beaucoup se croient chargés d'enseigner, mais pas nécessairement d'éduquer les jeunes qui leur sont confiés. Certains sont même auteurs de crimes contre les jeunes. Quant aux pères, c'est-à-dire les jeunes en compagnie d'autres jeunes, c'est rare qu'ils se préoccupent des difficultés morales ou éducatives des autres jeunes de leur âge. Quand nous disons que les mœurs des Burundais ont régressé, nous pensons à ceci que, autrefois,
toute personne se sentait préoccupée par sa dignité, pour sa notoriété. Aujourd'hui, il existe des Burundais qui se conduisent comme si leur notoriété n'était plus une valeur à sauvegarder à tout prix. Autrefois, toute personne trouvait normal de promouvoir sa dignité et respecter la dignité des autres était même un honneur. Aujourd'hui, on est arrivé à l'impression que commettre l'injustice, tricher et même voler, torturer les autres et même tuer, tout cela semble devenu une banalité et même un programme d'action pour certains. Vous vous souvenez de ceux qui, publiquement, faisaient leur manifestation de force en scandant des chants comme « Terindabakeva ». Autrefois, quelqu'un qui subissait l'injustice se confiait à ses parents, au besoin, au Bashingantahe, qui écoutait et tranchait les différends en faveur des victimes. Aujourd'hui, on dirait que les parents, les Bashingantahe et même les agents de la sécurité publique et de la justice, leur rôle n'est plus suffisant. Des personnes, et surtout des enfants, des filles et des femmes, subissent à huis clos toutes sortes de criminalités, mais préfèrent subir sans rien dire, sans porter plainte, à cause des mœurs liées à la corruption et au népotisme pour des raisons politiques ou ethniques particulièrement. Un des défenseurs des droits de l'homme au Burundi, qui a voulu garder l'anonymat pour sa sécurité, indique que les cas de viol continuent à augmenter dans le pays du fait que les auteurs de ces crimes ne sont pas dénoncés publiquement pour être traduits devant la justice. C'est vrai qu'on observe d'ici et là aujourd'hui des violences faites aux enfants. Ces violences sont faites par soit les familles proches, soit les personnes en uniforme. Il y a aussi les enseignants, éducateurs, il y a les motards, il y a les taxivéraux. Vous comprenez que quand les parents ne se donnent pas le temps de demander aux enfants comment ils gérer la journée, c'est un problème. C'est à partir de ça que le parent peut comprendre que l'enfant est bien entouré, que l'enfant a des relations proches avec des malfaiteurs et qu'il commence à donner des conseils. Ici, alors, j'en profite pour demander aux parents d'approcher les enfants. Autre phénomène qui s'observe, ce sont les parents qui se retirent quand les viols sont là. Ils alertent tout le monde, participent, mais après, au niveau des procès, ils se désengagent pour des raisons multiples, soit qu'ils sont corrompus, ou bien ils sont intimidés, ou bien ils participent à la solidarité négative. À ce moment, vous comprenez que le juge manque de témoins, manque de témoins à charger, et le délinquant est libéré. En fait, la police aussi, au niveau de l'instruction, il y a des policiers qui le font bien, correctement, et d'autres qui, pour des raisons de corruption, manque de volonté, qui agissent contrairement à l'esprit professionnel, qui ne traduisent pas le délinquant en justice. Là aussi, quand le délinquant circule librement, ça dit ce que ça dit. En fait, on ne punit pas celui que l'on prend seulement, on corrige aussi à partir de lui. Donc, quand le délinquant est traduit en justice, donc il y a la limitation, il y a la diminution sensible des délinquants, des violés, parce que l'autre est sanctionné. Autre chose, il y a des parents, parce que le violé, l'agresseur est proche, qui acceptent de faire l'arrangement amiable, qui n'acceptent pas que la communauté soit au courant, que les responsables soient au courant. Cela aussi influence beaucoup. Pour Juliette Nijimbere, membre du mouvement des parents et prix de paix et de sécurité au Burundi, ces crimes de viol sur mineurs prennent de l'ampleur car il n'y a pas de loi qui protège suffisamment les enfants. Elle demande au gouvernement de mettre en place des lois ainsi que des enseignements pour que les enfants soient protégés. Je dois vous dire que ces viols qui se passent actuellement au sein des familles ont déjà existé avant. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Et on peut même répertorier le nombre de jeunes filles violées parce que tout simplement on en parle, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les écoles. On sait que les enfants parfois ont été violés dans les écoles par leurs profs, leurs instituteurs, leurs éducateurs, leurs directeurs. Et tout cela se passe au grand jour, on le sait, on en parle, les autres en parlent. Et tout ça,
C'est quelque chose qui est perpétué même sur ces jeunes filles. Et les conséquences sont graves. Ça peut être vraiment très grave parce que on peut attraper des maladies sexuellement transmissibles. Et tout cela, ce sont des choses que on peut apprendre aux enfants et on peut apprendre déjà dans les écoles. Donc, au sein de leur famille, il faut que les parents puissent en parler sans tabou à leurs enfants, qu'ils leur disent les choses qui se font, les choses qui se font pas, comment ils peuvent se protéger et comment même se défendre physiquement. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre à nos enfants en sorte que elles ne soient pas les proies de tous ces malveillants. Et donc, comment faire? L'État doit s'y mettre, le gouvernement burundais doit s'y mettre pour protéger ces jeunes filles qui sont en fait des victimes à la fin. Et donc, que ce soit le monde associatif burundais ou alors la famille burundaise ou même, en allant plus haut, l'État, ils ont la responsabilité de protéger et ces filles, mais également les enfants qui naissent de ces jeunes filles-là. Le défenseur des droits de l'homme au Burundi, qui a gardé l'anonymat, ajoute que tous les Burundais doivent changer de comportement dans le but de lutter contre ce crime dans le pays. J'en profite ici pour demander aux élus locaux d'assurer le rôle de s'occuper de l'encadrement de la population. J'en profite pour demander aux leaders, aux responsables scolaires de faire le travail de protéger les enfants. Donc, que le changement de comportement commence au niveau des parents, au niveau de l'administration, au niveau de l'administration scolaire, au niveau des agents territoriales, au niveau de la police, au niveau de la justice. Avec nous tous, avec la force de tout le monde, nous allons vaincre ces malfaiteurs. En conclusion, le sociologue Gaspard Kilombo explique aussi que pour éradiquer le crime de viol sur mineurs, il faudrait promouvoir une éducation des jeunes sur les défis actuels ainsi qu'une politique protégeant les victimes. Dans ces conditions, que pourrait-on faire pour éradiquer plus particulièrement le viol que subissent autant de mineurs au Burundi? À mon avis, il faudrait promouvoir deux actions. La première serait de promouvoir d'urgence et largement l'éducation des jeunes à la vie socio-affective, sexuelle et de genre qui répond aux défis actuels. Deuxième action, ce serait de promouvoir un programme politique qui donne assez de confiance aux citoyens, plus particulièrement les enfants, les filles et les femmes, dans les structures de la sécurité publique et de la justice. En matière d'éducation à la vie socio-affective, sexuelle et de genre, il faut reconnaître que cela est devenu urgent de mettre non seulement à disposition des jeunes, mais aussi à la disposition des parents, des enseignants et autres intervenants sociaux en faveur de la jeunesse, tout un véritable programme d'éducation. Cette éducation doit principalement promouvoir la dignité de toute personne humaine et plus particulièrement la dignité des enfants, des filles et des femmes. Et comme promotion politique qui donne plus confiance aux citoyens dans les structures de la sécurité publique et de la justice, il s'agit de promouvoir des pratiques qui pousseraient spontanément toute victime d'injustice, de traitement dégradant, à se confier à ceux qui sont susceptibles de réhabiliter son honneur, plus particulièrement les agents de la sécurité publique et de la justice. C'est sur ces recommandations du sociologue Gaspard Kilombo que nous clôturons la rubrique Ubauka de ce dimanche qui était centrée sur la recrudescence des cas de viol sur mineurs au Burundi. Depuis le début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois d'octobre de cette année 2020, au moins 700 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés. Merci aux invités de cette rubrique qui nous ont parlé des causes de cette recrudescence des cas de viol ainsi que les solutions pour éradiquer ce crime dans le pays. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Nadège et Lakodze. À la prochaine. Ubahuka.
Merci Nadege Irakoze pour la rubrique Uwahuka. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Steve Niungeko pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation de cette édition. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.